Bonjour, je m'appelle Ezra Kane, j'ai 33 ans. Je suis avocat en droit civil et je vis à Chicago, où les gratte-ciels reflètent la froide lumière du soleil sur la surface du lac Michigan. Cette ville est toujours animée comme une machine en mouvement perpétuel, avec des rues poussiéreuses et le bruit incessant des klaxons. Mon bureau est situé au 23e étage d'un gratte-ciel où je passe 12 heures par jour à analyser des contrats, à plaider et à essayer de ne pas me laisser emporter par le tourbillon du travail. Chicago n'est pas ma ville natale, mais c'est l'endroit où j'ai choisi de bâtir ma carrière pour prouver que je peux tenir bon dans un monde où chaque erreur a un prix élevé. C'était un mercredi, le ciel était gris et couvert, avec une légère bruine qui semblait taquine. Je me préparais au plus grand procès de ma carrière, un procès civil de plusieurs millions de dollars concernant un litige foncier entre une société immobilière et un groupe de riverains. Des dossiers s'empilaient sur mon bureau, des postes TS étaient collés sur mon écran d'ordinateur, et ma troisième tasse de café était froide depuis longtemps. Je travaillais sur cette affaire depuis 3 mois d'affilée, dormant à peine plus de 4 heures par nuit. Ce n'était pas qu'un simple procès. C'était l'occasion pour moi de me faire un nom et de gravir les échelons. Ma collègue Sarah avait même plaisanté en disant que si je gagnais ce procès, je pourrais prendre une retraite anticipée à 40 ans. Mais je ne pensais pas à la retraite. Je voulais juste gagner. Mon téléphone vibra sur le bureau, interrompant le fil de mes pensées. Je jetai un coup d'œil à l'écran, un numéro étrange, un indicatif régional inconnu. J'allais l'ignorer, mais quelque chose me poussa à décrocher. La voix à l'autre bout du fil était tremblante, d'une gravité qui me serra le cœur. Monsieur Ezra Kane, ici le docteur Lavigne de l'hôpital Saint-Marie de Savannah. J'appelle au sujet de votre grand-mère, Joanne Kane. Elle a eu un AVC et est actuellement aux soins intensifs. Son état est très grave. Pouvez-vous venir tout de suite? Le monde autour de moi sembla s'arrêter. Le bruit de la pluie qui frappait la fenêtre. Sarah tapait au clavier à côté de moi. Le tic-tac de l'horloge murale. Tout s'est estompé comme si quelqu'un avait débranché la réalité. Ma grand-mère, la femme qui m'a élevé pendant mes étés d'enfance, qui m'a appris à lasser mes chaussures, qui m'a raconté des histoires de vieux voiliers en préparant du thé sur sa véranda. Ma grand-mère, la seule personne de ma famille qui ne m'ait jamais tourné le dos, quelles que soient mes erreurs. AVC, coma, soins intensifs. Ces mots me transpercèrent la poitrine comme des couteaux. Je ne me souviens plus de ma réaction au médecin, seulement qu'en raccrochant, ma main tremblait tellement que j'ai laissé tomber ma tasse de café par terre. Sarah leva les yeux, inquiète. Ezra, ça va? On dirait que tu viens de voir un fantôme. Ma grand-mère, murmurai-je d'une voix brisée. Elle est à l'hôpital. Un AVC. Je dois y aller. Sarah se leva aussitôt et posa une main sur mon épaule. Vas-y. Je m'occupe de l'affaire. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Je n'eus pas le temps de la remercier. Je ne pensais qu'à ma grand-mère, à ses cheveux argentés, à son regard bienveillant et à ce sourire qui me rassurait toujours. Je ne pouvais pas la laisser seule. Impossible. J'appelai mon patron, Richard, un homme sévère au regard acéré. Quand je lui dis que je devais reporter l'affaire pour aller à Savannah, sa voix était glaciale au téléphone. Ezra, tu sais combien cette affaire est importante. Si tu pars maintenant, on risque de perdre le contrat. Tu es sûr? Je serrai le téléphone fort, essayant de garder mon calme. Monsieur, c'est de la famille. Je dois y aller. Je reviens dès que possible. Un long silence suivit. Puis il soupira. D'accord, mais ne m'oblige pas à trouver un autre avocat. Ezra, tu as 48 heures. Son avertissement m'était égal. 48 heures ou 48 secondes. Je ne pouvais pas laisser ma grand-mère seule à l'hôpital. J'ai réservé le premier vol, un départ à 6 heures le lendemain matin, puis je suis retourné précipitamment à mon appartement pour faire mes bagages. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Des images de ma grand-mère ont envahi ma mémoire. Elle, assise près de la cheminée, m'apprenant les échecs. Son rire aux éclats quand j'ai renversé un plateau de biscuits par terre. Elle me serrant contre elle quand j'ai pleuré après avoir été grondé par mon père. Elle était ma vraie maison. Pas l'appartement froid de Chicago ni la vieille maison de Savannah que j'avais quittée il y a longtemps. Le lendemain matin, l'aéroport OR était bondé, mais je ne remarquais presque personne. J'étais assise, recroquevillée dans la salle d'attente, mon téléphone à la main, à vérifier constamment les nouvelles de l'hôpital. Il n'y en avait aucune.
Chaque minute me semblait un siècle. Lorsque l'avion a décollé, j'ai regardé par le hublot, regardant Chicago rétrécir sous moi. Je me suis dit, tant qu'elle va bien, rien d'autre n'a d'importance. Le vol a duré 3 heures, mais j'ai eu l'impression qu'il avait duré 3 jours. À l'atterrissage à Savannah, la chaleur de juillet m'a frappé comme une étreinte étouffante. J'ai pris un taxi directement pour l'hôpital Saint-Marie, sans m'arrêter pour manger ni me reposer. Une seule question résonnait dans mon esprit, allait-elle se réveiller? Me reconnaîtrait-elle? L'hôpital Saint-Marie était situé à la périphérie, un bâtiment bas aux murs blancs et à l'odeur âcre d'antiseptique. J'ai pratiquement couru dans les couloirs, mes chaussures martelant le sol jusqu'à l'unité de soins intensifs. Une infirmière m'a fait entrer, sa voix douce, mais incapable de masquer la gravité de la situation. Elle est là. Son état est stable, mais elle ne s'est pas réveillée. Lorsque la porte de la chambre s'est ouverte, j'ai senti mon cœur se briser. Ma grand-mère était allongée sur un lit d'un blanc immaculé, entourée de tubes et de machines qui bipaient sans interruption. Ses cheveux argentés jonchaient l'oreiller, son visage était pâle, les yeux clos, sans sourire, sans regard bienveillant, juste un silence terrifiant. Et ce qui m'a encore plus choqué, c'est qu'il n'y avait personne d'autre. Ni mon père, ni ma mère, ni ma sœur, juste moi. Je m'assis sur la chaise près de son lit, prenant sa main fragile dans la mienne. Cette main avait été si forte autrefois, me soulevant quand je tombais, essuyant mes larmes. Maintenant, elle était froide, faible, comme si elle risquait de s'effondrer si je la serrais trop fort. « Grand-mère » murmurai-je d'une voix étranglée. « C'est moi. Je suis là. N'aie pas peur. Je ne vais nulle part. » Je restai assise là pendant des heures, sans la quitter des yeux. Des infirmières vinrent la voir à plusieurs reprises, mais je les entendis à peine. Je voulais juste qu'elle ouvre les yeux. Pour m'entendre appeler comme elle le faisait quand j'étais enfant. Mais elle resta immobile, comme flottant quelque part dans un rêve que je ne pouvais atteindre. Finalement, je sortis mon téléphone et appelai mon père, Martin Kane. Il répondit après la 3e sonnerie, d'une voix joyeuse comme s'il était à une fête. « Ezra, quoi de neuf? » « Je suis occupé. »« Papa, dis-je en luttant pour garder une voix ferme, même si la colère bouillonnait dans ma poitrine. Grand-mère a eu un AVC. Elle est aux soins intensifs à Savannah. Tu le savais? Silence. Puis il répondit d'un ton nonchalant. Ah oui. On a eu des nouvelles du médecin, mais on est en vacances en Floride avec ta mère et Talia. Tout est déjà payé, non remboursable. J'ai senti le sang me monter à la tête. Qu'est-ce que tu racontes? Grand-mère est dans le coma. Papa, tu ne peux pas venir. Ezra, calme-toi, m'interrompit-il d'une voix de plus en plus irritée. Elle va bien. Le médecin l'a dit. Et puis, tu es là, n'est-ce pas? Prends soin d'elle quelques jours. On viendra la voir à notre retour. J'avais envie de hurler pour lui demander comment il pouvait être aussi insensible, mais j'ai serré les dents et j'ai dit, bon, je m'en occupe. Puis j'ai raccroché, ne voulant plus rien entendre. J'ai regardé ma grand-mère, toujours immobile sur le lit. Là-bas, mes parents et ma sœur nageaient dans l'océan, mangeaient des fruits de mer et riaient sous le soleil de Floride. Et moi, j'étais assise dans une chambre froide, tenant la main de la personne la plus importante de ma vie, priant pour qu'elle se réveille. Je me suis dit, tant qu'elle va bien, je ferai tout pour la protéger. Les jours qui ont suivi ont passé comme une boucle suffocante. Je me suis intégré à la chambre de soins intensifs où l'odeur de l'antiseptique se mêlait au bip continu des machines. Je ne suis sorti de l'hôpital que quelques instants pour prendre un sandwich ou une tasse de café au distributeur. Le sommeil est venu par petits fragments lorsque je me suis affalé sur la chaise en plastique à côté du lit de ma grand-mère. L'esprit épuisé, mais incapable de cesser de penser à elle. Chaque fois qu'une infirmière entrait, je sursautais, espérant qu'elle m'apporte de bonnes nouvelles. Mais la réponse était toujours la même. Son état est stable, mais elle ne s'est pas réveillée. Stable. Ce mot sonnait comme un réconfort creux alors qu'elle était encore allongée là, les yeux fermés, comme prisonnière d'un monde inaccessible. J'appelais mes parents tous les jours, leur racontant chaque détail de son état. Je leur parlais de son taux d'oxygène, de son doigt qui avait tressauté une fois, des paroles du médecin qui annonçait une légère amélioration de ses ondes cérébrales. J'espérais que cette information les ferait changer d'avis et les inciterait à prendre le prochain vol. Mais chaque appel ramenait les mêmes réponses brèves et prémonitoires.
Bien. Tiens-nous au courant, Ezra, disait ma mère d'une voix douce mais distante, comme si ma grand-mère était une simple corvée. Pas la mère qui avait donné naissance à son mari. Talia, ma sœur, ne prenait même pas la peine de décrocher. Elle m'envoyait juste un texto, je m'amuse bien, mon pote. Passe le bonjour à grand-mère de ma part. Puis j'ai vu les photos. Un matin, alors que j'étais assis aux côtés de ma grand-mère et que j'essayais de lire à voix haute un chapitre des aventures de Huckleberry Finn, le livre qu'elle me lisait enfant, mon téléphone a vibré. J'ai ouvert l'application X et parcouru la chronologie pour passer le temps. C'est là que j'ai découvert la publication de Talia. Une photo de toute la famille, mon père, ma mère et elle, debout sur une plage, portant des t-shirts à imprimer palmier, le sourire aux lèvres. Derrière eux, un océan d'un bleu étincelant et une table garnie de homards, de crabes et de cocktails aux oranges vibrantes. La légende de Talia disait, paradis en Floride. La famille, c'est tout. Ambiance estivale. Tom adorait la plage. C'était comme un coup de poing dans la poitrine. La famille, c'est tout. Et mamie allongée là, luttant pour chaque respiration? J'ai zoomé sur la photo, fixant le sourire suffisant de mon père. Celui que j'avais vu 1000 fois, celui avec lequel il charmait les inconnus. Ma mère tenait un cocktail, les yeux pétillants au soleil. Talia, ma sœur de 24 ans, était en bikini, posant comme dans une publicité de voyage. Aucune d'elles n'avait l'air de se souvenir de mamie. Aucune d'elles n'avait l'air de s'en soucier. J'ai éteint mon téléphone et l'ai jeté sur la chaise, un mélange de colère et d'impuissance me rongeait la poitrine. J'avais envie de crier pour les rappeler et leur demander comment elles pouvaient être aussi cruelles. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai regardé ma grand-mère, ses mains fragiles toujours dans les miennes, et je me suis dit, tout va bien, mamie. Je suis là. Je n'en ai pas besoin. J'ai fermé les yeux, pris une grande inspiration et essayé de refouler ma colère. Je ne voulais pas qu'elle ressente le chaos en moi, même dans son coma. Je voulais qu'elle ne ressente que la paix. J'ai commencé à lui lire des histoires tous les jours. Je lui ai rapporté Huckleberry Finn de chez elle, un vieux livre aux pages jaunies, dont l'odeur de moisi me rappelait les après-midi d'été de mes 8 ans, assis sur son porche à Savannah. J'ai lu lentement, en insistant sur chaque phrase, espérant que ma voix la ramènerait à la réalité. « Grand-mère, tu te souviens de ce passage » ai-je dit, la voix tremblante. Le passage où Huck et Jim descendent le Mississippi. Tu me disais que le fleuve était comme la vie, toujours en mouvement, mais qu'il te mène toujours là où tu dois aller. Je ne savais pas si elle m'entendait, mais j'ai continué à lire. Je lui ai parlé de ma vie à Chicago, des procès que j'avais gagnés, du café froid sur mon bureau. Je lui ai aussi raconté des anecdotes idiotes, comme la fois où j'ai brûlé ma cuisine en essayant de faire cuire des pâtes ou quand j'ai failli m'endormir en réunion, je voulais qu'elle sache que j'étais toujours son Ezra, le gamin qui renversait des plateaux de biscuits et se faisait faussement gronder avant de me serrer dans ses bras. Il y a eu des moments où j'ai cru qu'elle m'entendait. Un jour, alors que je lisais l'histoire de Huck parlant de liberté, son doigt a tressailli dans ma main. Je me suis arrêté, le cœur battant, fixant sa main, attendant, mais rien de plus. Juste un petit mouvement, probablement un réflexe. Je me suis dit de ne pas trop espérer, mais mon cœur n'a pas écouté. Je continuais à lire ma voix plus fort, comme si je pouvais la sortir de l'obscurité rien qu'avec le son. Chaque jour, je consultais mon téléphone, attendant un message de ma famille, un signe qu'ils se souciaient d'elle. Mais tout ce que je recevais, c'était d'autres photos de Floride. Mon père a posté une vidéo de lui en train de pêcher, riant aux éclats en ramenant un petit poisson. Ma mère a partagé une photo d'elle allongée sur un transat, avec la légende « La vie est faite pour être vécue ». Talia a posté une série de photos d'elle et de ses amis en train de danser dans un bar en bord de mer. Les néons qui faisaient briller son visage. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment il pouvait vivre comme si de rien n'était. Comme si grand-mère n'était pas le cœur de cette famille. Un soir, alors que j'étais assise à ses côtés, mon téléphone a vibré à nouveau. C'était ma mère. J'ai répondu, espérant qu'elle dirait quelque chose pour me sentir moins seule. Mais sa voix était toujours aussi insouciante. « Ezra, comment va grand-mère ? Je viens de manger un délicieux dîner de homard. Je t'enverrai des photos demain. » D'accord. Je me suis mordu la lèvre, essayant de garder une voix calme. « Maman, elle n'est toujours pas réveillée. Tu reviens ? J'ai besoin de toi ici. » « Oh, Ezra,
j'aimerais bien, mais les vols sont tellement chers en ce moment, et on a déjà payé toute la semaine ici. Tu te débrouilleras. Je sais que tu peux. Je n'ai pas répondu. J'ai raccroché, avec l'impression d'être englouti par un trou noir. J'ai regardé ma grand-mère, le visage toujours serein, inconsciente des paroles cruelles de son fils et belle-fille. Je me demandais ce qu'elle penserait si elle savait. Elle qui avait passé sa vie à aimer cette famille, à maintenir l'unité, était maintenant abandonnée comme ça. J'ai commencé à lui parler davantage, pas seulement à lire. Je lui ai parlé de mes rêves, des jours où j'avais voulu arrêter d'être avocate parce que la pression était trop forte, des nuits où je restais éveillé à me demander si je vivais bien. Je lui ai raconté la dernière fois où nous avons parlé, quand elle m'a appelé de Savannah, d'une voix enjouée, disant qu'elle avait préparé une fournée de biscuits frais et qu'elle m'en enverrait. J'avais promis de lui rendre visite, mais le travail m'avait emporté et je n'avais pas tenu parole. Je suis désolé, grand-mère, ai-je murmuré, les larmes aux yeux. J'aurais dû venir plus tôt. Une semaine passa, puis 10 jours. J'ai arrêté de compter le temps. Je ne comptais que ses respirations, les bips du moniteur cardiaque, comme si chaque son était la promesse qu'elle était toujours là, qu'elle se battait toujours. Je suis devenu une ombre dans cette chambre de soins intensifs. Un homme de 33 ans en costume froissé, avec une barbe de 3 jours qui poussait de façon inégale sur mon menton et des cernes sous les yeux comme 2 fosses profondes. L'odeur d'antiseptique s'accrochait à chaque respiration. Ma chemise ruisselait de café et de sueur, mais je m'en fichais. Chaque jour, je restais assis là, lui tenant la main, attendant le moindre signe qu'elle reviendrait. Sarah a appelé de Chicago un après-midi, alors qu'un faible soleil filtrait à travers les stores, éclairant le visage pâle de ma grand-mère. Sa voix au téléphone était empreinte d'inquiétude, un contraste frappant avec son attitude dure habituelle au bureau. « Ezra, ça va ? Je m'inquiète vraiment pour toi. Comment va ta grand-mère ? Des nouvelles ? » J'ai regardé ma grand-mère, sa main fragile toujours immobile dans la mienne, et j'ai répondu, ma voix à cause du manque de sommeil. Elle ne s'est pas réveillée, Sarah. Mais les médecins disent que son état est stable. Je dois juste attendre. J'ai marqué une pause, ne voulant pas en dire plus, car chaque mot me semblait remuer le couteau dans la plaie. La peur me saisit. Sarah soupira à l'autre bout du fil. Je comprends. Reste avec elle. Ne t'inquiète de rien d'autre. Mais Ezra, je dois te dire quelque chose. Elle hésita, et j'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Le patron a désigné un autre avocat pour reprendre ton dossier. Il s'appelle James. Il vient d'être transféré de New York. Je sais tout le travail que tu as fourni sur cette affaire, Ezra. Toutes ces nuits blanches, les notes, les stratégies que tu as élaborées. Maintenant, c'est James qui sera devant le tribunal. Je suis désolé. J'ai essayé de convaincre le patron, mais il a dit qu'on ne pouvait plus attendre. Une vive douleur m'a traversé. L'affaire, ce qui était le centre de ma vie il y a quelques semaines à peine, la raison pour laquelle je veillais jusqu'à 3 heures du matin, à éplucher chaque ligne d'un contrat, appartenait désormais à quelqu'un d'autre. James, le visage d'un inconnu, monterait sur le podium et réclamerait la vedette qui aurait dû être la mienne. Mais étrangement, je n'éprouvais aucune colère. Je n'éprouvais aucun regret. Je ne voyais que ma grand-mère mentir. J'étais là, fragile, et je savais que j'avais fait le bon choix. Merci de me l'avoir dit, Sarah, répondis-je d'une voix étrangement calme. Mais je m'en fiche. J'ai juste besoin de savoir quand ma grand-mère ira mieux. C'est tout ce qui compte maintenant. Les jours qui suivirent s'étirèrent interminablement. Je m'habituais au rythme de l'hôpital Saint-Marie, au bruit des pas des infirmières, au murmure des médecins dans le couloir, à la lumière froide des néons qui projetaient une lueur sur les murs blancs. Je m'endormis dans le fauteuil, me réveillant avec une raideur de la nuque et des yeux qui piquaient. Je continuais à lire à ma grand-mère, même si ma voix s'amplifiait à force de parler. Je lui racontais de vieilles histoires sur les après-midi d'été à Savannah où elle m'apprenait à faire des cookies, sur la fois où j'avais renversé un plateau entier de pâtes par terre, et où elle se contenta de rire en disant « Ezra, tu as bouleversé ma vie, mais je t'aime toujours. » J'ai souri à ce souvenir, mais ce sourire s'est vite estompé en voyant son visage immobile. « Grand-mère, s'il te plaît, réveille-toi. » J'ai murmuré, « J'ai besoin de toi. » 14 jours après mon arrivée à Savannah, un matin, alors que les premiers rayons de soleil filetaient à travers les stores, un miracle s'est produit. Je lisais le passage où Huck et Jim se séparent sur le Mississippi, la voix tremblante d'épuisement.
Soudain, j'ai senti une légère pression sur ma main. J'ai arrêté de lire, le cœur battant, et j'ai baissé les yeux. Les doigts de ma grand-mère serraient les miens, faibles, mais reconnaissables, comme un signal lointain. J'ai levé les yeux, et mon cœur a semblé s'arrêter en voyant ces yeux doux et profonds que je pensais ne plus jamais revoir. Ouverts, flous, mais vivants. Elle m'a regardé, son regard faible, mais conscient, et j'ai su instantanément. Elle m'a reconnu. Grand-mère, m'étouffai-je, les larmes coulant sans retenue. Je me suis penché, pressant mon front contre sa main, sentant la chaleur revenir lentement. Tu es réveillé. C'est moi, Ezra. Elle ne pouvait pas parler, mais elle serra ma main plus fort, une larme coulant sur sa joue ridée. J'ai lu dans ses yeux un mélange de joie et de douleur, comme si elle voulait dire quelque chose. Mais que son corps l'en empêchait. J'ai appelé l'infirmière et la chambre s'est rapidement mise à bouillonner. Ils ont vérifié ses constantes, ajusté ses appareils, et le docteur Lavigne est arrivé avec un sourire rare. C'est bon signe, monsieur Quint, a-t-il dit. Elle a traversé la phase la plus critique, mais il lui faudra du temps pour se rétablir. Elle ne pourra ni parler ni bouger beaucoup pour l'instant. J'ai hoché la tête, sans la quitter des yeux. Merci, docteur, ai-je dit, mais intérieurement, j'avais envie de crier de joie. Elle était réveillée. Elle était toujours là, avec moi. Je me suis assis près de son lit, lui tenant la main. Et pour la première fois depuis 2 semaines, j'ai ressenti une véritable lueur d'espoir. Peu m'importait qu'elle ne puisse pas encore parler, ni marcher. Tant qu'elle me regardait, tant qu'elle était encore là, c'était suffisant. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon père. Je voulais partager cette joie. Je voulais croire qu'il se soucierait d'elle, qu'il sauterait dans un avion pour être avec elle. J'ai appelé ma mère et le téléphone a sonné plusieurs fois avant qu'elle ne réponde, aussi insouciante que si elle était à une fête. Ezra, quoi de neuf? On se prépare pour le dîner. Maman, ai-je dit en essayant de garder une voix calme. Grand-mère est réveillée. Elle a ouvert les yeux ce matin et m'a reconnu. Maman, est-ce que toi et papa pouvaient venir? Elle a besoin de la famille. Il y a eu un long silence, puis elle a répondu d'un ton si désinvolte que ça m'a glacé le sang. Oh, c'est super. Alors, elle va bien maintenant, n'est-ce pas? On reviendra ce week-end pour la voir. Merci d'être là, Ezra. J'ai raccroché sans dire au revoir. Je ne voulais plus entendre leurs paroles cruelles. J'ai regardé ma grand-mère, les yeux toujours fixés sur moi, faible, mais plein d'amour. Je me suis demandé si elle savait que son fils, sa belle-fille et sa petite-fille étaient en Floride, considérant leur visite comme quelque chose de reportable. Je lui ai serré la main et lui ai murmuré, « Ne t'inquiète pas, grand-mère. Je suis là. Je ne te laisserai pas seule. » Les jours suivants, son état s'est lentement amélioré. Elle a commencé à dire quelques mots, d'une voix faible et saccadée, mais chaque mot était une victoire. Ezra, m'a-t-elle appelé un après-midi, et j'ai pleuré comme un enfant. Je l'ai aidé à boire de l'eau, j'ai assisté les infirmières lors de séances de kinésithérapie douce pour l'aider à bouger ses membres. Elle était encore faible, toujours alitée, mais son regard brillait chaque jour, comme si elle cherchait à me rejoindre. 2 semaines plus tard, le docteur Lavigne a annoncé qu'elle pouvait sortir. Elle aura besoin de soins spécifiques à domicile, a-t-il dit. Elle ne peut pas encore marcher, elle aura donc besoin d'un fauteuil roulant. Mais son moral est fort, et c'est le plus important. J'ai hoché la tête. Une vague de soulagement mêlée à un malaise indicible. J'avais rappelé mes parents et Talia pour leur annoncer son retour. Leur réponse était tiède, promettant de lui rendre visite bientôt sans la moindre émotion. Leur promesse sonnait creux, comme celle d'un collègue, et non comme celle d'une famille unie par le sang. Le jour de la sortie de ma grand-mère, je l'ai sortie de l'hôpital Saint-Mariès en fauteuil roulant. La douce lumière de la savane baignait ses cheveux argentés. Elle a pris une profonde inspiration, comme si elle essayait d'avaler l'air de la liberté après des jours confinés aux soins intensifs. J'ai souri, avec l'impression d'avoir gravi une montagne. Grand-mère, rentrons à la maison, ai-je dit d'une voix joyeuse, même si un vide subsistait en moi. Je ne savais pas pourquoi, mais je sentais que quelque chose n'allait pas, comme si cette joie n'était que temporaire, comme le soleil avant l'orage. J'ai loué une camionnette spécialisée pour la ramener à son ancienne maison, la maison où elle avait vécu toute sa vie, remplie de souvenirs d'elle et moi. Je l'imaginais assise dans son fauteuil familier,
regardant le petit jardin qu'elle entretenait autrefois et où elle m'avait appris à planter des margousiers. Je m'imaginais lui préparer du thé comme elle le faisait autrefois pour moi, et nous parlerions et ririons comme si ces jours pénibles n'avaient jamais existé. Mais lorsque la camionnette s'arrêta devant le portail, mon mauvais pressentiment devint réalité. Le portail en fer familier était toujours là, mais quelque chose clochait. Une étrange voiture argentée était garée dans l'allée, et les rideaux, ceux que ma grand-mère ouvrait toujours pour laisser entrer la douce lumière du soleil de Savannah, étaient maintenant tirés hermétiquement, comme si la maison cachait quelque chose. Je poussai son fauteuil roulant sur l'allée pavée, le cœur battant, un malaise s'installant comme le froid du petit matin. Je frappai à la porte, forçant un sourire pour que ma grand-mère ne perçoive pas mon anxiété. Mais lorsque la porte s'ouvrit, tout ce que je savais de cette maison, de cette famille s'effondra. Une jeune femme aux cheveux blonds attachés haut, vêtue d'un simple t-shirt blanc, se tenait à la porte. Elle me regarda, puis ma grand-mère dans son fauteuil roulant, le regard mêlé de surprise et de confusion. « Je suis désolé. »« Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix polie mais prudente. Je me figeai comme si on m'avait aspergé d'eau froide. « Je suis Ezra Kane » répondis-je en m'efforçant de garder une voix ferme. « Voici ma grand-mère, Joanne Kane. Voici sa maison. »« Qui êtes-vous » La femme fronça les sourcils et se retourna pour appeler quelqu'un. Un homme de mon âge en sortit, une tasse à café à la main, nous regardant avec la même confusion. « Nous sommes les nouveaux propriétaires » dit-il d'un ton neutre, comme s'il expliquait une évidence. « Nous avons acheté cette maison il y a une semaine. Tout est légal. Vous devez vous tromper d'adresse. » Ces mots me frappèrent comme un couteau en plein cœur. Je sentis le sang me quitter le visage, ma respiration s'accélérait. Je baissai les yeux vers ma grand-mère et mon cœur se brisa. Elle était assise dans son fauteuil roulant, le regard embrumé mais empli de perplexité, ses mains fragiles tremblantes agrippant les accoudoirs. « Ezra » murmura-t-elle d'une voix si faible que je dus me pencher pour l'entendre. « Ma maison. » Je m'agenouillai près d'elle, lui prenant la main, essayant de dissimuler la rage qui montait en moi. « Grand-mère, je m'en occupe » dis-je d'une voix tremblante malgré mes efforts pour paraître forte. Je me tournai vers l'homme, serrant le poing pour me retenir. « Qui a vendu cette maison ? Qui a signé le contrat ? » demandai-je d'une voix sèche et froide. L'homme entra, sortit une pile de papiers d'un tiroir et me les tendit avec un regard compatissant. « Martin Kane » dit-il. Il disait que c'était sa propriété avec pleine procuration. Tout est légal. Nous avons vérifié minutieusement auprès de notre avocat. Martin Kane, mon père. Son nom résonnait dans ma tête comme un clou mortel. J'ai senti le sol s'effondrer sous mes pieds, comme si le monde que ma grand-mère et moi avions connu autrefois s'était effondré. Ma grand-mère tremblait, sa main serrant la mienne fermement, ses yeux vides, comme si toute vie lui avait été retirée. La femme blonde à la porte nous regarda d'un air désolé. « Je suis vraiment désolée, dit-elle doucement. On ne savait pas. Si on peut faire quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le faire savoir. » Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Je voulais juste sortir ma grand-mère de là, loin de ce qui était autrefois sa maison, mais qui n'était plus qu'une blessure. Je pris la voiture jusqu'à un hôtel voisin, réservant une chambre avec ascenseur et des portes assez larges pour son fauteuil roulant. Quand je la mis au lit, elle ne dit rien, se contentant de regarder par la fenêtre, le regard perdu. Je m'assis à côté d'elle, lui tenant la main. Mais une tempête s'abattait sur moi. Mon père, celui que j'appelais papa, avait vendu la maison de ma grand-mère, celle qui avait accueilli mon enfance toute sa vie, alors qu'elle était dans le coma, luttant pour sa survie. Je ne pouvais pas le comprendre. Je ne pouvais pas l'accepter. Je pris mon téléphone et appelai mon père. La sonnerie resta longuée, lorsqu'il répondit, sa voix était aussi insouciante que s'il profitait encore de ses vacances en Floride. « Ezra, quoi de neuf ? Grand-mère va bien ? » « Papa, dis-je, la voix tremblante de colère. Que as-tu fait ? Pendant que grand-mère était aux soins intensifs, tu as vendu sa maison. Sais-tu qu'elle vient de sortir et qu'elle n'a plus d'endroit où aller ? » Silence. Un long et pesant silence. Puis il a répondu, d'un ton si nonchalant que ça m'a glacé le sang. Ezra s'est calmé. Elle a signé une procuration pour moi. La vente était légale. Cette maison était vieille. Personne n'allait y vivre. Je l'ai fait pour le bien de la famille. Pour le bien de la famille ? Ai-je rétorqué,
oubliant que ma grand-mère était juste à côté de moi. Papa, elle vient de se réveiller d'un AVC. Elle a besoin de cette maison, de ses souvenirs. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu la vendre sans demander l'avis de personne? Sans lui demander l'avis? Sans me demander l'avis? Ezra, n'en fais pas tout un plat, l'a-t-il interrompu, la voix de plus en plus irritée. Elle est vieille. Elle n'a plus besoin de cette maison. J'ai tout géré, et l'argent de la vente est mis de côté pour ses soins plus tard. Tu es là, n'est-ce pas? Prends soin d'elle et arrête de faire des bêtises. Problème. Sur ce, il a raccroché. Je suis resté là, serrant si fort le téléphone que j'ai cru l'écraser. J'ai regardé ma grand-mère, toujours silencieuse, les yeux fixés sur la fenêtre, mais je savais qu'elle avait tout entendu. Une larme a coulé sur sa joue, et j'ai eu l'impression que mon cœur se brisait. Je me suis agenouillé, je l'ai serré dans mes bras et j'ai murmuré, « Grand-mère, je suis désolé. Je l'ignorais, mais je vais arranger les choses. Je te ferai justice. » Elle n'a pas parlé, se contentant de me serrer la main. Si fort que je sentais la douleur dans son cœur. Je savais qu'elle ne souffrait pas seulement d'avoir perdu sa maison, mais aussi de la trahison, son fils, qu'elle aimait et avait élevé, avait vendu tout ce qu'elle chérissait au plus fort de sa maladie. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Je ne pouvais pas laisser mon père s'en tirer aussi facilement. J'ai agi le soir même. Après que ma grand-mère se soit endormie, je me suis assise à la petite table de la chambre d'hôtel, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai examiné les papiers que le couple m'avait remis. Le contrat de vente de la maison était rédigé avec soin, portant la signature de mon père et celle d'un notaire. Il y avait en pièces jointes la procuration signée par ma grand-mère il y a 3 ans. J'ai lu chaque ligne, chaque clause avec l'œil d'un avocat. Tout semblait légal, mais quelque chose clochait. Je me suis souvenu que mon père avait dit à ma grand-mère que la procuration servait à gérer ses soins de santé, un simple document pour faciliter les tâches administratives. Mais ce n'était pas une procuration pour les soins de santé. C'était une procuration complète lui donnant le contrôle de tous ses biens, y compris le droit de vendre sa maison. Mon sang bouillonnait. Mon père l'avait trompé. Il avait exploité la confiance de sa propre mère pour lui prendre sa maison. Non, toute sa vie. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. J'ai appelé l'ancien cabinet d'avocat familial à Savannah, celui qui s'était occupé des papiers de ma grand-mère par le passé. J'ai pris rendez-vous pour le lendemain matin, déterminé à découvrir ce qui s'était réellement passé. J'avais besoin des documents originaux, des preuves, de chaque détail pour comprendre pourquoi et comment mon père avait pu faire cela. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Assise près de la fenêtre, je regardais les rues tranquilles de Savannah, les faibles lumières vacillant comme pour apaiser la colère qui m'habitait. Je pensais à ma grand-mère, aux années qu'elle avait passées à construire cette maison. Pas seulement avec de l'argent, mais avec amour. Avec des après-midi à planter des fleurs, des nuits à me raconter des histoires. Cette maison n'était pas que du bois et des briques. C'était son âme, et mon père l'avait vendue comme si elle ne signifiait rien. Le lendemain matin, j'ai emmené ma grand-mère à la garderie pour qu'on s'occupe d'elle pendant que je rencontrais l'avocat. Elle est restée silencieuse, hochant seulement la tête quand je lui ai dit que je reviendrais la chercher. Son regard m'a brisé le cœur. Ce n'étaient plus les yeux bienveillants du passé, mais ceux de quelqu'un qui avait perdu ce qui comptait le plus. Je l'ai embrassée sur le front en lui promettant, « Je vais tout arranger, grand-mère. » Au cabinet, j'ai rencontré Hélène, une femme d'un certain âge qui travaillait avec notre famille depuis mon enfance. Elle m'a regardé avec compassion, comme si elle avait déjà deviné une partie de l'histoire. « Ezra, je suis tellement désolée. »« Désolée pour Johan, dit-elle. J'ai entendu parler de son AVC, mais la maison, je ne sais pas comment l'expliquer. »« Hélène, s'il te plaît, interrompis-je, pressant. J'ai besoin de tout savoir. Mon père a vendu la maison de ma grand-mère, prétextant une procuration. J'ai besoin de voir l'original. J'ai besoin de savoir ce qu'il a fait. » Hélène soupira en sortant un dossier d'une armoire verrouillée. « C'est une copie de la procuration que Johan a signée il y a 3 ans, dit-elle en me faisant glisser les papiers. Martin lui a expliqué que c'était pour les soins de santé, pour gérer les formalités hospitalières en son nom. Mais c'est une procuration complète, qui lui donne le contrôle de tous ses biens. J'ai prévenu Johan que c'était très large, mais elle faisait confiance à Martin. Elle a dit, c'est mon fils. Il ne ferait rien de mal. J'ai scanné les documents, mon cœur battant.
La signature de ma grand-mère était là, tremblante mais claire. Elle avait signé parce qu'elle avait fait confiance à son fils. Elle lui avait remis toute sa vie et il l'avait utilisée pour la trahir. Qu'en a-t-il montré le contrat? La maison était vendue pour la 380 000 personnes. Décharger-le rapidement. Vendre la maison pendant que sa mère était dans le coma pourrait être considéré comme un abus de pouvoir. Vous voulez aller de l'avant? J'ai hoché la tête sans hésitation. Je fais. Je ne laisserai pas ma grand-mère perdre tout comme ça. En quittant le bureau, j'ai ressenti une nouvelle résolution. Je n'étais pas seulement Ezra, le petit-fils. J'étais Ezra, l'avocat. Et j'utiliserai chaque once de mes connaissances et compétences pour lui demander justice. Je suis retourné à l'hôtel ce soir-là, transportant le dossier du bureau d'Hélène. La faible lampe de la lampe de bureau a illuminé les pages, et je me suis assis là en lisant et en relisant le contrat de vente de la maison, la procuration et chaque document connexe. Chaque ligne était un coup de couteau, un rappel de la trahison de mon père. J'ai appelé Hélène, lui demandant de fournir plus d'informations sur le compte qui a reçu le produit de la vente. Après quelques heures de recherche, elle m'a envoyé un email avec les détails de la banque. L'ensemble de 380 000 $ avait été transféré sur un compte personnel au nom de mon père. Pas un seul parfum n'était allé sur le compte de ma grand-mère ou toute confiance familiale. La vérité m'a frappé comme un coup de poing à l'intestin. Mon père, je n'avais pas simplement vendu la maison. Il avait gardé tout l'argent pour lui-même. Je me suis assis congelé, regardant l'écran de l'ordinateur portable, sentant le sang dans mes veines bouillir. Je me suis souvenu des fois où mon père m'a grondé d'être trop sérieux au sujet du travail. Les moments où il a ri quand j'ai dit que je voulais devenir avocat pour maintenir la justice. Il m'a toujours dit que la vie n'était pas une salle d'audience. Ezra, vous devez apprendre à vivre facilement. Maintenant, j'ai compris ce que signifiait sa vie facile. Trouvant sa propre mère, prenant tout ce qu'elle avait et les vacances en Floride comme si de rien n'était. J'ai claqué l'ordinateur portable, je me suis levé et j'ai rythmé la chambre d'hôtel, essayant d'organiser mes pensées. Je ne pouvais pas laisser les émotions prendre le dessus. J'avais besoin d'un plan. Le lendemain matin, j'ai commencé à rédiger une lettre de demande, une demande officielle adressée à mon père. En tant qu'avocat, je savais que c'était la première étape avant de porter l'affaire en justice. Dans la lettre, j'ai exigé qu'il retourne les 380 000 $ complets de la vente de la maison et fournit tous les documents liés à la transaction. J'ai écrit clairement, brusquement, mais à garder un ton professionnel, bien qu'à l'intérieur, je voulais crier sur son visage. J'ai déclaré que s'il ne se conformait pas dans les 10 jours, je déposerais une action en justice pour violation de l'obligation fiduciaire et abus de procuration. J'ai envoyé la lettre par email et une copie imprimée par courrier, en veillant à ce qu'il ne puisse pas prétendre qu'il ne l'avait pas reçue. Je ne m'attendais pas à une réponse immédiate, mais quelques heures plus tard, mon téléphone a bourdonné. Le nom de mon père a clignoté sur l'écran. J'ai pris une profonde inspiration, me volant et répondis. Sa voix est passée, plus insouciante comme dans les appels précédents, mais remplie de colère. Ezra, qu'est-ce que tu fais? Il grogna. Une lettre de demande, un procès. Vous osez me poursuivre sur une maison? Vous êtes un traître. J'ai serré le téléphone fermement, essayant de garder ma voix stable. Papa, je ne veux pas poursuivre. Je veux juste que vous fassiez la bonne chose. Vous avez vendu la maison de grand-mère, pris son argent pendant qu'elle était allongée en USI. Vous pensez que c'est vrai? Toi vous ne comprenez rien. Craquait-il, sa voix, un grognement bas. Je l'ai fait pour le bien de la famille. Cette maison était vieille. Personne ne vivait là-bas. J'ai gardé l'argent pour prendre soin d'elle plus tard. Tu penses que je l'ai volée? Vous osez remettre en question votre propre père? J'avais l'impression d'être étouffé. Papa, si tu voulais vraiment prendre soin d'elle, pourquoi tu n'es pas à l'hôpital quand elle était inconsciente? Pourquoi ne m'avez-vous pas dit, lui dit, dites à quelqu'un avant de vendre la maison? Vous avez transféré l'argent sur votre compte personnel. Vous appelez cela en prenant soin de la famille. Assez, a-t-il crié. Si vous voulez poursuivre, allez-y et poursuivez, mais ne m'appelle plus papa. Tu n'es plus mon fils. Puis il a raccroché. Je me tenais là, le téléphone est toujours pressé à mon oreille, ayant l'impression que le monde s'était à nouveau effondré. Mon père, l'homme qui m'a appris à faire du vélo, qui m'a serré dans ses bras quand je suis tombé, je venais de dire que je n'étais plus son fils. Je voulais pleurer, crier,
mais je me suis juste assis, regardant par la fenêtre de l'hôtel. Les lampadaires de Savannah sinaient, mais je me sentais plus froid que jamais. Je ne faisais pas ça pour moi. Je le faisais pour ma grand-mère, pour la femme qui m'a donné le monde quand j'étais enfant. Et maintenant, je devais lui rendre un morceau de ce monde. J'ai décidé de ne plus attendre. J'ai contacté Hélène en lui demandant de préparer les documents pour un procès officiel. J'ai repêché une plainte accusant mon père d'avoir enfreint son devoir fiduciaire et de maltraiter la procuration pour mal adapter les actifs. En tant qu'avocat, je savais que cette affaire ne serait pas simple. Le POA était légalement valable, et pour gagner, je devais prouver qu'il a agi avec une intention malveillante, exploitant l'incapacité de ma grand-mère pour un gain personnel. J'avais besoin de preuves des dossiers de transactions bancaires au témoignage d'Hélène et à tous les témoins impliqués dans la signature de la POA il y a 3 ans. J'ai passé le lendemain au bureau d'Hélène à revoir tous les détails. Elle a trouvé un témoin, un notaire qui avait été présent lorsque ma grand-mère a signé le POA. Le notaire, Monsieur Thomas, a accepté de témoigner que mon père avait précipité ma grand-mère pour signer rapidement sans expliquer pleinement le contenu des documents. Joanne avait l'air fatiguée ce jour-là, a déclaré Thomas au téléphone. J'ai demandé si elle était sûre, mais Martin a dit qu'elle comprenait tout. Je n'y ai pas beaucoup pensé depuis qu'il était son fils. Les paroles de Thomas étaient une pièce cruciale du puzzle. Ce n'était pas suffisant pour annuler le POA, mais c'était suffisant pour soulever des questions sur l'intention de mon père. J'ai également trouvé des courriels entre mon père et la société immobilière où il les a exhortés à accélérer la vente et j'ai accepté un prix inférieur à fermer rapidement. Chaque élément de preuve était un autre coup de couteau. Mais je ne me suis pas arrêté. Je ne pouvais pas m'arrêter. Pendant ce temps, j'ai encore passé du temps avec ma grand-mère. Je l'ai emmenée pour des promenades dans le parc près de l'hôtel, poussant son fauteuil roulant le long des sentiers armés où des chênes quittent le sol. Elle a commencé à parler plus, bien que sa voix soit encore faible. Une fois, elle a tenu ma main et a dit, « Ezra, tu n'as pas à faire un gros problème. Je ne veux pas que la famille s'effondre. » Je me suis agenouillé, en regardant dans ses yeux. « Grand-mère, je ne veux pas non plus que la famille s'effondre. Mais je ne peux pas laisser papa te faire du mal comme ça. Je dois faire ce qui est bien. » Elle hocha la tête, ses yeux débordant de larmes. « Je te fais confiance, » a-t-elle dit, et c'était tout ce dont j'avais besoin pour continuer. J'ai travaillé sans relâche pour la préparation de l'affaire, contactant des témoins et construisant des arguments. Je savais que ce procès ne serait pas seulement une bataille juridique, mais une guerre familiale. Je me suis préparé pour ça, mais je ne pouvais pas nier la douleur de savoir que je devrais affronter mes parents et Talia devant le tribunal. Je ne voulais pas qu'ils me détestent, mais je ne pouvais pas laisser ma grand-mère souffrir d'injustice. J'ai écrit une courte lettre à ma mère et à ma Talia expliquant ce que je faisais et pourquoi je devais le faire. J'espérais qu'ils comprendraient, bien que, au fond, je savais que les chances étaient minces. Ils n'ont pas répondu. Une semaine avant de déposer le procès, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était une journaliste locale nommée Rachel disant qu'elle avait entendu parler d'une femme âgée dont la maison a été vendue par son fils alors qu'elle était à l'hôpital. Elle voulait m'interviewer. J'ai refusé, ne voulant pas transformer notre matière familiale en nouvelle, mais Rachel a quand même publié l'histoire basée sur les informations d'une source anonyme, probablement du cabinet d'avocats. L'article est apparu dans un journal Savannah avec le titre « Une femme de 80 ans perd à la maison alors qu'elle était dans le coma. Son accusé de détournement. » Je l'ai lu, me sentant à la fois en colère et impuissant. Je ne voulais pas que ma grand-mère soit traînée dans les yeux du public, mais l'histoire s'était propagée. J'ai déposé le procès le lendemain, commençant officiellement le parcours juridique. Le tribunal a prévu une audience préliminaire pendant 3 semaines plus tard, et je savais que je suis entré dans une longue bataille. Mais je n'avais pas peur. J'ai fait la vérité et la détermination d'un avocat qui avait juré de protéger le vulnérable. Je ne la laisserai pas perdre ce qu'elle méritait. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de paperasse, de réunions et de nuits blanches. Je suis retourné dans mon rôle d'avocat, mais cette fois, tout était différent. Ce n'était pas un cas civil à Chicago où je me suis battu pour de l'argent ou une réputation. Ce fut une bataille pour ma grand-mère, pour la maison qui a été volée, pour les souvenirs que mon père avait impitoyablement effacés. J'ai travaillé sans relâche pour préparer chaque détail à l'audience préliminaire. J'ai coordonné Hélène, recueilli plus de preuves de la banque, du notaire et des courriels que mon père a envoyés à la société immobilière. Chaque pièce que j'ai découverte a renforcé mon cas.
Mon père avait abusé de la procuration, agissait avec une intention malveillante, tandis que ma grand-mère était invalide et détournait des actifs pour un gain personnel. Mais je n'étais pas toujours fort. Certaines nuits, alors que je m'asseyais dans la chambre d'hôtel en regardant ma grand-mère dormir sur le lit simple, j'ai ressenti une douleur profonde. Je ne poursuivais pas mon père. J'étais en train de déchirer cette famille. Ma mère et Talia n'avaient toujours pas répondu à ma lettre, et j'ai entendu une connaissance qu'ils étaient retournés à Savannah, mais ne m'avaient pas contacté ou ma grand-mère. Ils ont choisi de se ranger du côté de mon père comme si j'étais le traître. Je me demandais si je faisais la bonne chose, si cela valait la peine de pousser les choses jusqu'ici. Mais chaque fois que je regardais dans les yeux de ma grand-mère, faible mais plein de confiance, je savais que je n'avais pas d'autre choix. Je l'ai emmenée en physiothérapie tous les jours, l'aidant à faire de petits pas tremblants avec un marcheur. Ses progrès ont été lents, mais chaque pas tremblant a été une victoire. Un jour, alors que nous nous asseyions dans le parc après une séance de thérapie, elle a tenu ma main, sa voix. « Ezra, je ne veux pas que vous souffriez à cause de cela. Si vous êtes fatigué, arrêtez. J'ai juste besoin de toi. » J'ai secoué la tête, serrant sa main. « Grand-mère, je ne suis pas fatigué. Je fais ça pour toi pour ce qui est bien. Je ne peux pas laisser papa prendre ce qui est le vôtre sans conséquence. » Elle hocha la tête, ses yeux débordant de larmes. « Je sais que tu le feras, a-t-elle dit. Et j'ai senti une nouvelle vague de force s'écouler à travers moi. Je ne me battais pas seulement pour elle, mais pour moi-même pour prouver que je n'étais pas un homme qui a abandonné, même lorsque l'adversaire était ma propre famille. L'audience préliminaire a eu lieu un mardi matin dans une petite salle d'audience au centre-ville de Savannah. Le palais de justice était un vieux bâtiment avec des murs en bois foncé et des bancs rigides. Je me tenais là dans un costume noir fraîchement pressé, mais à l'intérieur, je tremblais. Je n'étais pas seulement l'avocat représentant ma grand-mère. J'étais son petit-fils, portant sa douleur et ses espoirs sur mes épaules. Mon père était assis à travers la pièce dans un costume gris, son regard froid évitant le mien. Ma mère et Talia étaient assis derrière lui, leurs visages tenus, mais aucun ne m'a parlé. Je me sentais comme un étranger dans ma propre famille. Le juge, une femme d'âge moyen aux yeux pointus nommée Margaret Holt, a présidé l'audience. J'ai présenté mon cas, ma voix claire mais lourde d'émotion. J'ai raconté l'histoire de ma grand-mère, de la maison qui a tenu sa vie entière, de la façon dont elle a signé la procuration en faisant confiance à son fils, et comment mon père a exploité cette confiance pour la vendre à la maison pendant qu'elle était allongée en USI. J'ai soumis des preuves. Le contrat de vente à la maison à un prix inhabituellement bas, le compte bancaire qui a reçu les 380 000 $ et les courriels que mon père a envoyés pour accélérer la transaction. J'ai appelé Monsieur Thomas, le notaire, en tant que témoin. Il a confirmé que mon père avait précipité ma grand-mère pour signer le POA sans l'expliquer pleinement, et qu'elle semblait fatiguée et pas entièrement consciente du contenu des documents. L'avocat de mon père, un grand homme du nom de Daniel, a fait valoir que le POA était légalement valable et que mon père avait pleinement le pouvoir d'agir comme bon sang. Il a affirmé que mon père avait vendu la maison pour protéger les intérêts financiers de Johan, faisant valoir que l'ancienne maison avait besoin d'un entretien et que la vente était d'assurer des fonds pour ses futurs soins médicaux. Je voulais sauter et crier que c'était un mensonge, que l'argent n'avait jamais été utilisé pour elle et était assis dans le compte personnel de mon père. Mais je me suis retiré de me concentrer sur la stratégie. J'ai souligné que vendre la maison alors que ma grand-mère était incapable était un abus de pouvoir. Une violation de l'obligation fiduciaire une personne atteinte de POA est tenue de défendre. L'audience a duré 3 heures et, à la fin, le juge Holt a demandé plus de temps pour examiner les preuves. Nous émettons une décision finale en 2 semaines, a-t-elle déclaré, sa voix sévère. J'ai quitté la salle d'audience à la fois soulagé et tendu. J'avais fait tout ce que je pouvais, mais le résultat était encore incertain. Le POA était un document puissant, et la loi pourrait se ranger du côté de mon père si nous ne pouvions pas prouver une intention malveillante. En sortant, ma mère et Talia sont passées près de moi. Ma mère s'arrêta, me regardant avec des yeux douloureux. « Ezra, pourquoi avez-vous dû en faire un gros problème? Vous détruisez cette famille, dit-elle, sa voix tremblante. J'ai regardé dans ses yeux, essayant de garder ma voix stable. Maman, je ne détruis pas la famille. Je protège grand-mère. Si vous pensez que c'est mal, je ne sais pas quoi dire. Talia, debout à côté d'elle, secoua la tête. Tu es si égoïste, Ezra. Vous voulez juste prouver que vous avez raison. Puis ils se sont détournés, ne regardant pas en arrière.
Mon père n'a pas dit un mot, juste marché directement vers sa voiture, le dos rigide comme s'il n'avait rien à avoir honte. Je suis retourné à l'hôtel et j'ai étreint ma grand-mère serrée fermement. Elle n'a pas beaucoup posé de questions sur l'audience, n'a tenu ma main et m'a dit « Tu as bien fait, Ezra ». J'ai souri, mais mon cœur était lourd. Je ne voulais pas qu'elle voie ma douleur. Je ne voulais pas qu'elle sache que la famille m'a tourné le dos. Mais elle savait. Elle a toujours su. 2 semaines plus tard, le jour de la décision est arrivé. J'ai fait rouler ma grand-mère dans la salle d'audience, mon cœur battant. Elle a tenu ma main, son regard stable malgré son corps fragile. Mon père, ma mère et mon Talia étaient assis à travers la pièce, les yeux froids et distants. Le jujol est entré et la pièce est tombée dans un silence tendu. Le jujol a commencé à lire la décision, sa voix stable, mais claire. Après avoir examiné les preuves et les témoignages, le tribunal conclut que la procuration signée par Joan Kane est légalement valable. Cependant, les actions de Martin K., vendant la propriété tandis que Joan était invalide et sans notification des parties pertinentes, constituent une violation de l'obligation fiduciaire. Le transfert de l'ensemble des 380 000 $ à son compte personnel sans aucune preuve de son utilisation pour le bénéfice de Joan est un abus de pouvoir. Mon cœur a sauté un battement. Ma grand-mère serra ma main et je l'ai regardée, voyant ses yeux s'allumer. Le juge a poursuivi, le tribunal ordonne à Martin Kane de rembourser l'intérêt complet de 380 000 $ et la différence due à la vente de la maison en dessous de la valeur marchande. Tous les fonds doivent être transférés à Joan Kane dans les 30 jours. La procuration actuelle sera également révoquée pour empêcher d'autres abus. Je voulais crier de joie, mais je n'ai fait que serrer ma grand-mère dans mes bras, des larmes coulant sur mon visage. Nous avons gagné, grand-mère. J'ai chuchoté. Elle hocha la tête, un léger sourire réparant sur ses lèvres. Mais ma joie n'était pas complète. J'ai regardé mon père, ma mère et mon Talia. Ils étaient assis là, leur visage vide, ne disant pas un mot. À la fin de l'audience, ils se sont levés et ont quitté la salle d'audience sans un coup d'œil à ma grand-mère ou à moi. Leur look vide m'ont refroidi. Ils n'avaient pas seulement perdu l'affaire. Ils avaient perdu quelque chose de bien plus précieux. La confiance et l'amour de ma grand-mère. J'ai fait sortir ma grand-mère du palais de justice, la chaude Savannah Sunlight nous enveloppant. Je savais que le voyage n'était pas terminé. L'argent serait retourné, mais la maison avait disparu. Et les blessures de cette famille pourraient ne jamais guérir. Mais quand j'ai regardé ma grand-mère, voyant ses yeux briller pour la première fois depuis des semaines, je savais que j'avais fait la bonne chose. Allons-y, grand-mère, dis-je doucement. Nous trouverons une nouvelle maison. Les jours qui ont suivi le procès ont été passés dans un étrange mélange de soulagement et de vide. La décision du juge Holt a été une victoire, mais cela n'a pas ramené la vieille maison de ma grand-mère. Les 380 000 $ avec l'intérêt ont été transférés sur le compte de ma grand-mère à temps, grâce à la surveillance de la cour. Les navires à voile ne sont pas seulement en bois et en briques. Clôture. Maison, mais c'était plus récent et avait un petit jardin à l'arrière où j'imaginais que ma grand-mère pouvait s'asseoir et lire ou arroser des plantes comme elle le faisait. Le jour où nous sommes entrés, je l'ai fait rouler à travers la porte en bois fraîchement peinte. Elle regarda autour de lui, ses yeux sculant les murs blancs vierges et les grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière du soleil. J'étais nerveuse, peur qu'elle compare cet endroit à la vieille maison, et peur de ressentir que quelque chose manquait. Mais elle a pris ma main et a fait un faible sourire. C'est beau, Ezra, dit-elle, sa voix rauque, mais sincère. Tu as bien fait. Une bosse s'est rosée dans ma gorge. Grand-mère, ce n'est pas comme la vieille maison, mais je ferai tout pour faire sentir à la maison, dis-je, essayant de garder ma voix stable. Elle hocha la tête, ses yeux s'éclaircissant légèrement. Une maison n'est pas des murs ou un toit, Ezra. Une maison est où vous êtes. Ces paroles étaient comme un câlin invisible, apaisant la douleur en moi. J'ai commencé à installer la maison, en plaçant son fauteuil préféré près de la fenêtre, en suspendant de vieilles photos je trouvais dans sa valise, des photos de famille de quand j'étais jeune, quand les choses étaient plus simples, quand mon père n'était pas encore devenu l'homme que je ne reconnaissais plus. Sur une photo, ma grand-mère et moi nous sommes tenus sous le gros chêne dans la cour de la vieille maison, moi d'environ 8 ans, souriant avec des mains maculées de terre. Elle tenait cette photo, le caressant doucement, et j'ai vu ses yeux bien. Ce chêne me manque, chuchota elle. Je n'ai rien dit, je l'ai serré dans ses bras, en silencieusement, me promettant d'apporter ces moments de paix comme ceux-ci à nouveau.
J'ai installé une petite balançoire sous l'arbre dans l'arrière-cour, comme celle qu'elle avait dans la vieille maison. Chaque après-midi, j'ai préparé du thé, sa péperte préférée a commencé à parler plus de vieilles histoires. Parfois. Les jours où j'ai renversé des plateaux à biscuits où je suis resté coincé dans un arbre. J'ai réalisé que malgré la perte de la vieille maison, nous nous étions encore les uns les autres, et c'était ce qui comptait le plus. Mais tout n'était pas facile. Elle était encore faible, nécessitant une thérapie physique hebdomadaire, et certains jours, elle était épuisée, ses yeux éloignés à nouveau, comme lorsque nous avons découvert que la vieille maison avait été vendue. Je savais qu'elle gardait une petite photo de la vieille maison dans son tiroir au chevet, un instantané de la cour avant avec le chêne debout. Elle ne l'a jamais mentionné, mais je l'ai vu parfois le retirer, ses doigts tremblants traçant le cadre. Je n'ai pas osé demander, peur de rouvrir la blessure, mais j'ai juré silencieusement de faire de cette nouvelle maison un endroit qu'elle pouvait aimer, comme elle aimait l'ancienne. J'ai également dû faire face aux conséquences du procès. L'histoire de la femme âgée dont la maison a été vendue par son fils bourdonnait toujours à Savannah. L'article de Rachel, le journaliste local, s'était répandu sur les réseaux sociaux, et j'ai reçu des messages de connaissances et même des étrangers exprimant le soutien de ma grand-mère et condamnant mon père. Certains l'ont appelé un vautour de propriété, un terme que je ne voulais pas entendre, même si je savais que ce n'était pas entièrement faux. Je n'ai pas répondu à ces messages. Je ne voulais pas que ma grand-mère traîne plus loin dans les yeux du public, et je ne voulais pas être balayé dans l'indignation de la foule. Musique un après-midi, alors que j'arrosais les plantes dans le jardin, ma grand-mère m'a appelé depuis la fenêtre. « Ezra, viens ici avec moi. » Sa voix douce mais ferme. J'ai essuyé mes mains et je suis entré à l'intérieur, la trouvant assise dans son fauteuil en tenant un petit cahier. « Je veux te parler de quelque chose, » a-t-elle dit, les yeux sérieux. Je me suis assis en face d'elle, sentant un pincement d'anxiété. « Qu'est-ce que c'est, grand-mère » j'ai demandé. Elle a ouvert le cahier, révélant son écriture familière et tremblante. « J'ai réécrit ma volonté, » a-t-elle dit lentement. « Je te laisse tout. Cette maison, l'argent restant, tout ce que j'ai. Tu es le seul en qui j'ai confiance. » J'ai été stupéfait, incertain de quoi dire. « Grand-mère, tu n'as pas à faire ça. Je veux juste que tu sois en bonne santé et heureuse. » Elle a secoué la tête, souriant. « Je sais que tu n'as pas besoin, mais je veux. » À propos d'une volonté de la journée où elle ne sera pas là. La périphérie de Savannah est devenue l'endroit où ma grand-mère et moi avons reconstruit nos routines simples. Je me suis réveillé tôt, j'ai brassé du thé pour elle, et je l'ai fait sortir vers la cour avant où elle pouvait arroser des plantes ou lire sous la lumière du soleil. Elle s'est renforcée chaque jour, gérant quelques pas avec son marcheur, sa voix devenant plus claire. Chaque petit pas en avant était une joie tranquille, comme les maragoldes commençant à fleurir dans le jardin. Mais au fond, je savais qu'elle portait toujours la blessure de la trahison de mon père. Un jour, en vérifiant mes emails, j'ai trouvé une lettre d'Hélène. Elle m'a informé que ma grand-mère l'avait tranquillement contactée pour rompre tous les liens légaux avec mon père. Ma grand-mère avait écrit un document officiel déclarant qu'elle ne considérait plus Martin qu'un son représentant légal ou son héritier. C'est comme si je n'avais plus ce fils, elle avait dit à Hélène, sa voix résolue malgré la douleur. J'ai lu la lettre, me sentant à la fois fier et au cœur brisé. Ma grand-mère, bien que physiquement fragile, était plus forte que quiconque que j'ai jamais connu. Je n'ai pas demandé lui la décision. Je savais qu'elle ne voulait pas m'attarder dessus. Mais un jour, alors que j'arrosais le jardin, ma mère et Talia sont apparus à la porte. Ils portaient une boîte cadeau, leurs yeux maladroits et hésitants. « Ezra, » dit doucement ma mère. « Talia et moi voulons visiter grand-mère. Nous sommes désolés pour tout. » Talia hocha la tête, son regard baissé. « Nous avions tort, Ezra. Nous voulons que les choses soient bien pour que grand-mère nous pardonne. » Je les ai regardés, un mélange de colère et d'épuisement tourbillonnant en moi. Je les ai conduits dans la maison où ma grand-mère était assise et lisait. Elle les regarda, son expression calme mais dépourvue de la chaleur qu'elle avait autrefois. Ma mère et ma sœur ont proposé des excuses, appelant tout un malentendu. Mais ma grand-mère seulement secoua la tête. « Je ne suis pas en colère », a-t-elle déclaré. « Je suis éveillée. » Je me tenais à ses côtés, sentant une force silencieuse émanant d'elle. « Maman, » Talia, dis-je fermement. « Nous allons bien maintenant. Ma famille en ce moment n'est que nous deux. » Ils sont partis sans un autre mot. Je savais qu'ils étaient blessés, mais je n'avais pas de regrets.
Ma grand-mère m'avait choisi et je l'avais choisi. Une année s'est écoulée depuis ce jour, et nos vies se sont installées dans la petite maison dans la périphérie de Savannah. Chaque matin, je me réveillais tôt, mettant le pavage de la poivrée pour les fleurs, et la roue de la gueule de poing, et de son front l'enfant est adoré depuis que je suis un enfant. Un cabinet d'avocats à Savannah, prenant des cas plus petits, sans pression de Chicago. Je n'ai plus besoin des projecteurs de poursuite de plusieurs millions de dollars. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que l'après-midi brasse le thé pour ma grand-mère, écoutant ses histoires ou s'asseyant avec elle sur le swing, en regardant le coucher de soleil peindre le jardin en or. Ces moments, simples mais complets, sont tout ce que j'ai toujours voulu. Je m'assois ici à la lumière qui s'estompe d'une soirée de savane, en regardant ma grand-mère arroser doucement les maragoldes dans notre petit jardin. Le doux filet d'eau de son arrosage peut se fondre avec le gazouillis des oiseaux, créant une mélodie paisible que je n'ai jamais appréciée aussi profondément auparavant. Cette petite maison, mais pas l'ancienne remplie de souvenirs, est devenue l'endroit où nous reconstruisons nos vies jour après jour, moment par moment. En regardant en arrière sur le voyage, depuis l'appel téléphonique sur son accident vasculaire cérébral, les jours par son chevet de l'hôpital, le choc d'apprendre la maison a été vendu à la douloureuse bataille juridique. Je me rends compte que la vie m'a appris des leçons dures mais inestimables, celles que je porterai avec moi pour toujours. Je pensais une fois que la famille était un endroit sur lequel vous pouviez compter sans aucun doute. Que les liens de sang nous lieraient toujours. J'avais tort. Famille, ce n'est pas seulement ceux avec qui vous êtes nés. Ce sont ceux qui choisissent de vous soutenir, de vous aimer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Lorsque vous faites face à la trahison de ceux les plus proches de vous, n'oubliez pas que la famille n'est pas définie par des titres, mais par des actions. Chérissez ceux qui sont vraiment là pour vous, et n'ayez pas peur de lâcher ceux qui ne méritent pas votre amour. Mon conseil, si vous me permettez de partager, est de vivre fidèle à votre cœur. Ne laissez pas les attentes des autres ou les pressions sociétales vous font oublier ce qui compte vraiment. Pour moi, c'est ma grand-mère. La femme qui m'a donné le monde et pour qui j'ai donné à mon monde pour protéger. Trouvez votre propre grand-mère, une personne, un but ou une valeur pour laquelle vous êtes prêt à combattre. Et quand vous le trouvez, accrochez-vous. J'adore ça. Et ne laissez personne ou rien le retirer. La vie aura ses jours orageux, mais si vous avez une ancre, vous passerez. Enfin, je veux étendre mes sincères remerciements à vous, ceux qui ont écouté mes grands-mères et mon histoire. Vous m'avez donné la chance de partager cela, non seulement pour raconter la douleur, mais pour honorer l'amour et la résilience de ma grand-mère. La femme qui m'a appris que la famille n'est pas quelque chose que vous êtes né, mais quelque chose que vous choisissez de construire. Merci du fond du cœur d'être ici, d'avoir écouté et de m'avoir rappelé que notre histoire compte. J'espère que quelque part dans ces mots, vous trouverez un peu de lumière pour vous-même.